Voici que tu es énervé, tu es frustré. Parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle a peut-être refusé ta proposition et tu ne comprends même pas pourquoi. Pourquoi il ne te regarde pas alors que tu lui montres tous les signaux? Ou simplement, il y a eu un événement malheureux qui te stresse tellement à un tel point que tu n'arrives pas à te contrôler. Tout ton corps a des frissons. Tu veux avoir des pensées saines, mais tes pulsions te ramènent toujours des images bizarres. Merde! Mais comment puis-je me calmer? Comment ne plus y penser? Comment puis-je évacuer ce stress énorme? J'ai une idée. Je sais que je me suis promis d'arrêter. Mais cette fois seulement, ça sera la dernière. Promis. Et c'est là que tu tombes encore. Que tu verses ta sauce. Oh, la précieuse sauce. Comme prévu, tu te sens si bien. Tu arrives même à dormir comme un bébé. C'est super, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Après ce moment de détente, tu te sens sale. Tu as honte. Tu regrettes encore d'avoir regardé ces bêtises. Tu te dis, mais pourquoi je suis aussi stupide? Donc moi, je ne vais jamais arrêter. Ça te dégoûte. Mais pour une raison qui t'échappe, à chaque fois que tu vas mal, tu retournes à ça. C'est une manière de te sentir mieux. Au final, c'est exactement comme un drogué ou un alcoolique. Mais et si je te disais que ce qui te relaxe de temps en temps est la cause de beaucoup de tes plaintes, sans même que tu t'en rendes compte? Et si je te dis encore qu'en fonction du niveau de dépendance que tu as avec la masturbation, il y a une solution adéquate. C'est exactement ce pourquoi on est là aujourd'hui. Assieds-toi confortablement et ne rate absolument rien de la vidéo. Car ça va être chaud bouillant. Personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, je vais devenir accro à la pornographie. » Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de dealer au coin de la rue qui te tient un écran. Non, la porte, elle s'ouvre doucement, presque innocemment. C'est un ami au collège qui te montre quelque chose de drôle sur son téléphone. C'est un magazine quelque part là qui a capté ton attention. Tu trouves ça bizarre, peut-être même dégoûtant au début. Tu ne t'y attardes pas vraiment, mais quelque chose reste. Quelque chose à se planter là, dans ton subconscient, un peu comme une graine. Et cette graine, elle n'a pas besoin d'eau ni de soleil. Elle a juste besoin de temps. Je me rappelle avoir regardé mes premiers films pornographiques quand j'avais 7 ans. Au début, c'était simplement pour être intéressée, pour comprendre comment ça fonctionnait avec mes amis. Et ensuite, je suis devenue une consommatrice de pornographie. My dad had a Playboy left out at age 5, and it's affected almost every choice I made for the rest of my life. From age 5 to now having to kick the habit. And it just presents itself in the open, like it's okay. And I stand up and say, you know, it's not okay. Si ça a pu l'arriver à lui, le millionnaire en dollars, alors le succès ne protège pas. L'argent ne protège pas. L'intelligence ne protège pas. Selon l'enquête CSF 2023 de l'INSERM, 92,6% des hommes entre 18 et 69 ans déclarent s'être déjà masturbés. Et d'après le Sex Report 2026 d'Adam et Ève, 85% des hommes et 65% des femmes pratiquent la masturbation régulièrement. En clair, on parle de presque tout le monde. Peut-être de toi ou certainement quelqu'un que tu connais. Mais le véritable problème, ce n'est pas la graine. C'est plutôt ce qui l'arrose. Et ce qui l'arrose a un nom. Maintenant qu'on sait comment la porte s'est ouverte, parlons de ce qui la rouvre chaque fois que tu penses l'avoir fermée. On appelle ça les déclencheurs. Et contrairement à ce que tu penses, ce ne sont pas juste des images sexy sur un écran.
c'est beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, le premier arrive après un refus, une humiliation, une contrariété, une journée ratée, un message sans réponse, une dispute. Et là, tu as l'impression que ton cerveau est sous tension. Il cherche un soulagement rapide. Tu veux résister. Mais en quelques secondes, ta douleur émotionnelle se transforme en pulsion. Et ta pulsion se transforme en un moment d'aoku. Tu vois de quoi je parle? Et en fait, les bras vont reprendre l'ordi, le rouvrir. Et là, on est en train de chialer et en même temps, on remet des sites, quoi. Enfin, il y a une sorte de fonctionnement en parallèle du corps humain où on a vraiment une partie, on n'a plus le contrôle. Et puis, on a quand même une petite conscience, un truc, mais qui n'a plus le contrôle sur notre corps, quoi. Et ce moment de plaisir se transforme en un sentiment de honte. Ça s'appelle le déclencheur émotionnel. C'est le cycle le plus répandu et le plus difficile à briser. Précisément parce qu'il commence dans ta tête, pas sur un écran. Mais peut-être toi, tu réussis facilement à gérer tes émotions. Alors, tu es sans doute attaqué par le deuxième déclencheur. Tu es sur TikTok, tu scrolles tranquillement et là, une vidéo. Pas forcément explicite, juste suffisamment. Une tenue, un regard, un mouvement. Ta graine se réveille, l'envie monte. Et sans même que tu te rendes compte, tu as basculé d'une vidéo de danse à quelque chose de bien moins innocent. Ça s'appelle le déclencheur visuel. Et ce n'est pas un hasard. Les algorithmes savent exactement ce qu'ils font. Ils ont appris tes habitudes mieux que ta mère, mieux que la madre. Et si ça ne suffit pas pour ta voix, on passe à la troisième attaque. Tu es seul à la maison, la nuit, rien à faire, personne à appeler, l'ennui s'installe. Et là, dans ce silence, ton cerveau te propose sa distraction favorite, gratuite, rapide, toujours disponible. Personne ne peut te voir, n'est-ce pas? Et tu succombes. On appelle ça le déclencheur situationnel. La situation était trop idéale. Ou pas. 3 types de déclencheurs, un seul résultat. Le plus dangereux, c'est que tu penses contrôler la situation, alors que tu ne fais que réagir. Tu ne choisis pas. Tu obéis à un réflexe conditionné que des années de consommation ont gravé dans ton cerveau. Et ce réflexe, chaque fois que tu cèdes, il devient un peu plus fort, un peu plus rapide, un peu plus difficile à ignorer. Et pendant que ce réflexe se renforce, quelque chose d'autre se passe dans ton cerveau. Quelque chose que les psychopathes connaissent bien. Et c'est beaucoup moins innocent que tu ne le crois. Au début, tu regardes des scènes simples, normales, rien de choquant. Puis, ça ne te suffit plus. Et là, attention, parce qu'on est exactement dans le même mécanisme que la drogue. Ton cerveau s'est habitué au niveau de stimulation actuel et il veut plus. Il a besoin de plus fort pour ressentir la même chose. Alors, évidemment, tu cherches du plus fort, du plus violent, du plus dégradant, du plus extrême. Et puis un jour, tu te retrouves à regarder quelque chose qui, il y a 2 ans, t'aurait choqué. Et tu réalises que ça ne te choque même plus. À la fois, il y avait la violence des images qui me dégoûtait, qui me repoussait un peu. Et en même temps, il y avait la curiosité. Et ça devient une habitude. Et là, la vraie question arrive. Mais pourquoi je regarde ça? Ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de mauvais. C'est plutôt de la neurologie pure. En français facile, ton cerveau a été reconditionné. Des hommes parfaitement normaux, bienveillants, intelligents, finissent par être excités par des scènes de violence, de dominance, qui ne les auraient jamais inspiré quoi que ce soit avant. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que c'est là où l'escalade les a amenés. Et en parallèle de cette escalade, quelque chose de plus sournois se passe. Parce que dans le no porn, tout le monde a un corps parfait, des attributs hors du commun. L'exception est présentée comme la norme.
Résultat, tu développes un complexe d'infériorité. Parce que tu te dis, si c'est la norme, moi, pour moi, là, c'est compliqué. Avec ton ou ta partenaire, vous vous comparez avec des standards fabriqués sous les meilleurs angles, parfois même retouchés, truqués. Des éjaculations truquées avec une petite pompe et du lait de coco, du blanchiment anal pour avoir un anus tout rose, des injections d'anesthésiants pour ne rien ressentir. Dans le porno, il y a beaucoup de trucage. Mais l'escalade dans le contenu n'est que la surface. Ce qui se passe vraiment dans ton cerveau après des années de consommation, c'est bien pire que ce que tu imagines. Après des années de consommation régulière, tu passes des heures et des heures devant du X au lieu de dormir. Alors la fatigue s'installe, ensuite la flemme, la baisse de motivation. Et quand tu essaies finalement de travailler sur quelque chose d'important, un examen, une présentation, des flashs d'images s'imposent dans ta tête sans invitation. Exactement comme une publicité que tu n'as pas demandé et dont tu ne peux pas fermer l'onglet. Tu es obligé de regarder jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas tout. Ta libido dans la vraie vie s'effondre. Tu n'as plus trop envie de ton ou ta partenaire, pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que ton cerveau est désormais calibré sur une stimulation ultra intense que la réalité humaine ne peut tout simplement pas rivaliser. Et ça crée de la frustration dans le couple. À ton avis, comment tu règles cette frustration? La masturbation, je pense que je le faisais en moyenne 7 fois par jour. 7 fois par jour. Tu retournes encore vers le X. Boucle infernale. Selon les données de l'enquête CSF 2023 à l'INSERM, la fréquence des rapports sexuels chez les couples en France est passée de 8,7 actes par mois en 2006 à seulement 6,7 en 2023. Traduction, les Français de plus en plus et font l'amour de moins en moins. Coïncidence? Je ne pense pas. Si ton cerveau est en panne, imagine ce que ça fait à tes relations. Ce que je m'apprête à dire, je ne crois pas que tu sois prêt. Every time something like that happens and every time I use pornography, I got one step away from my marriage, more and more. It was like putting a brick. Le no-porn ne te fait pas du mal seulement à toi. Il redéfinit silencieusement ce que tu attends d'une relation. Et cette redéfinition, elle est radicale. Sans t'en rendre compte, tu cherches maintenant une femme facile à manipuler, malléable, toujours disponible. Elle, de son côté, cherche un homme dur, dominant, presque sans émotion. Tout ça inconsciemment, car personne ne va l'avouer. Qui va l'avouer? Ensemble, vous construisez une relation bancale, bâtie sur des attentes que vous avez absorbées, vous deux, d'un écran. Pas de la vie réelle, pas de vraies personnes, mais d'un écran. Un rapport sexuel ne dure pas des heures. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec son corps. Ça déforme celui qui regarde de la pornographie, mais ça déforme aussi celui avec qui vous avez des relations sexuelles. Ça déforme votre mari, votre femme, parce qu'en fait, vous avez une vision totalement faussée de ce qui pourrait faire plaisir ou de ce qu'on devrait faire dans la sexualité. Dis-moi, tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes tombent pour des hommes qui les méritent clairement pas, voire qui les maltraitent, qui les insultent, qui les brutalisent? Ah, les méchants garçons. Pourquoi certains hommes ne savent plus parler à leur femme sans la réduire à un objet? La réponse n'est pas uniquement dans l'éducation familiale. Elle est aussi dans des années de conditionnement silencieux. Et dans la chambre, des couples qui dorment côte à côte sans se toucher. Lui qui ne ressent plus rien de réel, elle qui se demande ce qu'elle a fait de mal. La distance qui s'installe et chacun repart vers son écran pour combler le vide. Séparément, bien sûr. C'est ça le naufrage silencieux.
Personne ne se discute, personne ne crie. La relation coule juste lentement, en silence. Et si le naufrage du couple était encore la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a un stade suivant. Et celui-là, personne n'en parle. Pas parce qu'il est rare, mais parce que c'est trop gênant de l'admettre. On va parler d'un sujet que presque personne n'ose aborder. Pas dans les vidéos YouTube, pas entre amis, même pas chez le psy. Du moins, c'est vraiment rare. À force de regarder ce genre de contenu, le cerveau ne cherche plus l'intimité réelle. Il s'habitue petit à petit à ne ressentir que du plaisir en étant spectateur. Oui, oui, tu as bien entendu. Spectateur, pas acteur, pas participant, mais spectateur de ta propre vie. Au départ, c'est subtil. Tu remarques que tu te sens plus excité devant un écran que devant une vraie personne. Tu mets ça sur le compte de la fatigue, du stress, d'une mauvaise journée. Tu trouves une excuse et tu continues. Mais le conditionnement, lui, continue aussi. Et dans le cas extrême, ce dont personne ne parle, parce que c'est inconfortable, ce voyeurisme mène à des comportements que tu n'aurais jamais imaginé il y a quelques années. C'est le phénomène du cuckoldry. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait pour un homme de préférer voir sa partenaire avec d'autres plutôt que d'être lui-même l'acteur de la relation. Il choisit volontairement le rôle du spectateur et il y trouve du plaisir. Vice-versa pour la femme. Est-ce que c'est une perversion venue de nulle part? Je ne pense pas. C'est l'aboutissement logique d'un cerveau qui a été entraîné pendant des années et des années à ressentir du plaisir en regardant les autres. Ton cerveau a juste appliqué ce qu'il a appris. Faut pas l'en vouloir. Il a transformé ce réflexe en du voyeurisme dans la vie réelle. Et le plus troublant dans tout ça, beaucoup d'hommes qui vivent cette situation ne comprennent même pas d'où ça vient. Ils ne font pas le lien. Ils pensent que c'est juste une préférence naturelle, alors qu'en réalité, c'est un conditionnement qu'ils ont installé volontairement. Tu n'es plus l'auteur de ta vie, tu es devenu juste un spectateur. Spectateur. Franchement, est-ce que c'est vraiment la vie que tu voulais? Assis dans l'obscurité à regarder quelqu'un d'autre vivre ta vie à ta place? M'applaudons ou ta partenaire? Ah là là, sacrilège. Et quand tu ne peux plus te contrôler, quand tu vois ta vie émotionnelle se dégrader, sans même savoir pourquoi, il y a un nom pour ce qui t'arrive ensuite. Culpabilité, honte, impossibilité de se contrôler, vie émotionnelle en chute libre, vie professionnelle qui stagne, isolement, manque d'épanouissement. C'est le cocktail parfait pour glisser vers la dépression. Et contrairement à ce que la société aime croire, ce n'est pas une faiblesse de caractère. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez fort. C'est une addiction réelle, cliniquement documentée, qui nécessite souvent un accompagnement spécialisé. C'est comme une prison, c'est comme une lutte avec soi-même parce que j'étais vraiment déçue de moi en fait. À la fin en fait, tu te dis mais Janice, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi t'as passé autant de temps dessus? Et me dire oh mais t'es dégoûtante, regarde ce que tu fais. Donc ça veut dire que tout ce temps-là, pendant qu'on pensait que toi tu faisais ci, tu faisais ça. Elle n'est pas la seule. Des millions de personnes vivent ça en silence. Des millions, pas des dizaines. Des millions, voire même des milliards. Toi qui regardes cette vidéo actuellement, peut-être que tu te reconnais là-dedans. Peut-être pas complètement, mais juste un peu. Et ce peut-être juste un peu, c'est déjà quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sortie. Et non, elle ne ressemble pas à ce que tu crois. Soyons honnêtes 2 secondes. Je ne suis pas là pour te dire d'aller rejoindre un monastère quelque part en Inde ou de faire une retraite spirituelle
dans la jungle. Non, la sexualité fait partie de l'être humain. Vouloir l'éradiquer complètement, c'est aussi réaliste que vouloir ne plus jamais avoir faim. C'est pas possible en fait. L'objectif ici, c'est de ne pas gaspiller cette faim, mais de contrôler tes pulsions. Et le contrôle, c'est une compétence. Ça s'apprend. La première étape, c'est d'abord d'admettre le problème. C'est toujours la plus difficile. Parce que l'ego n'aime pas ça. Non, non, je fais pas ça, je fais pas ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors que tu sais que tu mens. Mais quand tu es seul et que tu réfléchis, il y a une petite voix qui te dit qu'il y a un problème. Écoute, cette voix, elle a raison. Et le simple fait de l'écouter et de l'admettre, c'est déjà un courage. L'étape numéro 2, c'est d'identifier les déclencheurs qui te concernent. Les rechutes ne tombent pas du ciel. Elles ont toujours une cause, une image sur les réseaux, une émotion à fuir, l'ennui, le stress. Commence à les noter, vraiment sur du papier. C'est à toi d'identifier à quel moment tu as tendance à chuter. Quel est l'événement juste avant qui te pousse à avoir ces pulsions? Je t'ai déjà donné 3 groupes de déclencheurs. À toi de réfléchir et de vraiment identifier ce qui te concerne toi et de les éliminer complètement pendant un bon moment. Car souvent, on ne peut pas combattre. Il faut juste fuir. Identifier la véritable source d'un problème, c'est déjà plus que la moitié de la solution. Étape numéro 3, il faut remplir le vide. Voici le secret que personne ne te dit. Ton cerveau ne cherche pas vraiment du no-porn. Il cherche en réalité de la dopamine, cette molécule du plaisir et de la récompense. Et tu peux la lui en donner autrement. Quand tu trouves ce que tu aimes vraiment faire, pas juste un travail pour survivre, mais une vraie passion, un projet qui te dépasse et que tu y travailles intensément et tu commences à voir des résultats, ton cerveau génère exactement la même molécule, mais en mieux parce que celle-là construit quelque chose. Elle t'amène vers la personne que tu dois devenir. Plus tes résultats grandissent, plus la satisfaction est intense et l'ancienne source de dopamine devient moins attirante. Pas par répression, mais par substitution. Tu l'as remplacé en gros. Étape numéro 4, bouger ton corps. Sans le savoir, je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. Parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à 3, 4 pornos par jour. C'est beaucoup. Oups. Par exemple, quand le stress monte et que la petite voix se fait entendre, lève-toi, fais immédiatement 20 pompes ou fais une course ou même va directement à la salle. En fait, n'importe quoi qui dépense cette énergie quelque part où elle te construit au lieu de te détruire. Étape numéro 5, chercher un vrai lien humain. Les pulsions ne disparaissent pas vraiment, elles se gèrent plutôt. Le sommeil, l'activité physique, la créativité et surtout une relation réelle avec de vraies personnes sont les substituts naturels. Numéro 6, se faire accompagner si besoin. Si tu sens que c'est trop fort pour gérer seul, ce n'est pas une honte. C'est du bon sens. Les thérapies, les professionnels spécialisés, les groupes de parole existent. Utilise les ressources disponibles. Et la dernière étape, la plus importante à mon avis, même si beaucoup négligent sa puissance, c'est la prière. Tu peux me croire ou pas, mais il y a beaucoup de problèmes de ma vie qui étaient trop compliqués pour être réglés uniquement avec l'intelligence humaine. Mon Seigneur Jésus a dû prendre le relais. Mais ça n'engage que toi. Ce que moi je peux te conseiller, c'est de prier avec foi et de vraiment chercher la face du Tout-Puissant pour qu'il puisse t'aider. Dieu va te dire, il ne faut pas te bolo. Répands-toi de tout bolossage. Écoute, la question n'est pas est-ce que tu vas arrêter demain? La question c'est plutôt est-ce que tu vas commencer à regarder honnêtement ce que ça te coûte vraiment?
Ça m'isole socialement, j'ai plus d'énergie, je deviens irritable. Ça me prend énormément intellectuellement la journée. Enfin, on a vraiment toutes les cases un peu de l'addiction qui sont cochées avec le recul. Pendant que tu regardes un écran, quelqu'un d'autre, quelque part, travaille à devenir la personne que tu avais prévu être. Le reste, c'est toi qui décides. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mon nom est Mr. Wilf. Et sur Mazel Plus TV, on produit des mini-documentaires sur des sujets de société tout en enseignant des leçons de vie. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et défonce le bouton j'aime parce que ça va vraiment nous aider à être un peu plus visible sur YouTube. Raconte-moi en commentaire ton expérience avec tout ça. Et franchement, n'aie vraiment pas honte. Parce que ton histoire ou l'histoire d'un proche peut littéralement sauver une vie aujourd'hui. Donc, vas-y, défoule-toi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ceci étant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.